J'ai eu vraiment beaucoup de retours sur ce bouquin-là et il y a 130 personnes qui m'ont fait confiance quand j'ai proposé ça. Les gens, ils me font confiance, le projet est à peine lancé, il y a juste le plan qui est établi et du coup ils m'ont suivi et après j'avais plus qu'à délivrer pour pouvoir honorer ma promesse. Il faut bien comprendre dans l'entrepreneuriat, c'est qu'en fait on est là pour régler des problèmes et après l'argent ça découle de ça. Bienvenue sur l'Entrepreneur en vous, le podcast où vous allez découvrir comment démarrer et développer votre propre aventure entrepreneuriale. Je suis votre hôte Nayer Saïdan et dans ce podcast, je vous fais découvrir des entrepreneurs, des freelances, des auteurs et des gens inspirants qui ont su construire et profiter de la vie dont ils ont toujours rêvé. Aujourd'hui, je reçois Alexandre Bortolotti, le fondateur du blog WP Marmite. Alexandre partage avec nous son parcours depuis ses débuts, son passage à vide suite à une mise à jour Google et ce qu'est devenu son business aujourd'hui avec 3500 visiteurs sur son blog par jour, une équipe de 6 personnes et un chiffre d'affaires qui dépasse les 6 chiffres. Dans cet épisode du podcast, vous allez apprendre comment créer votre premier e-book et une méthode contre-intuitive pour le vendre. Pourquoi faire la promotion des produits des autres, ce que l'on appelle l'affiliation, ne doit pas être votre seule source de revenus. Pourquoi il est important de créer une liste d'emails. Vous pouvez accéder à l'ensemble des liens et à la retranscription de cet épisode sur le blog en vous rendant sur l'URL suivante envou.co/14, le chiffre 14. J'ai aussi préparé une checklist PDF avec les étapes indispensables pour réussir à créer un e-book ou une formation en ligne ou plus généralement un produit numérique qui cartonne. Vous pouvez y accéder en vous rendant sur l'URL suivante envou.co/formation. Réveille l'entrepreneur qui est en toi, épisode numéro 14, Alexandre de Mania de la presse mondiale. Alex, est-ce que tu es prêt à nous révéler l'entrepreneur qui est en toi ? Eh bien ouais, je vais essayer de faire du mieux que je peux. Excellent. Aujourd'hui, j'accueille Alex Bortolotti, le fondateur de WP Marmite, le blog référence pour créer et personnaliser des sites sous WordPress. J'avoue que moi-même, j'y vais plusieurs fois par jour quand je travaille sur mes sites web. Alex, avant de parler de WP Marmite, j'aimerais qu'on remonte le temps et qu'on s'intéresse un peu à ton parcours personnel. Est-ce que tu te rappelles du tout premier projet ou business que tu as fait ? Alors après, ça dépend si on compte vraiment les vrais business ou les petits business qu'on fait quand on est jeune, quand on bricole. Mais le premier vrai business, après c'est la marmite en fait. C'est le site qui était avant la marmite, qui avait un autre nom. Mais ça, c'est le premier, on va dire, vrai business, le premier truc concret, le premier truc qui a vraiment abouti. C'est ce site-là, quoi. Ouais. Et t'as fait des choses avant, des petits, comme tu dis, des bricolages. Bon, c'est des petits projets. Il y avait après il y avait un projet aussi entrepreneurial que j'avais fait en collaboration avec toute ma classe quand j'étais en licence à l'IUT. C'était un journal étudiant en ligne. Ça s'appelait le Jet. Et donc là c'était éphémère, mais c'est un des projets aussi qui ont fait que j'ai voulu me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc ça a été un petit peu une des prémices. Alors, moi, ce que j'ai compris, c'est que juste après tes études, tu t'es tout de suite tourné vers l'entrepreneuriat, dans la création de sites web, si je ne me trompe pas. C'est ça. Pourquoi tu as choisi cette voie et est-ce que ça a été évident de choisir cette voie-là dès le début ? Tu t'es dit, c'est ça ce que je veux faire. Eh bien, comme je viens de te dire, là, j'étais en licence pro. C'était une formation, une licence multimédia. Et donc, on avait lancé ce projet-là avec toute la classe. C'était un peu un module entrepreneuriat. Et puis ça s'est fait. Et puis après, j'ai eu ma licence en poche et puis la suite logique c'était de partir en master d'informatique parce qu'à la base j'ai une formation d'informatique et donc je me suis lancé dans mon master. Premier mois, deuxième mois, troisième mois, puis au bout d'un moment ça devenait un peu chiant tout simplement. C'est que je voyais pas trop ce que je faisais là en fait, puis parce que après comme je t'ai dit l'idée d'entreprendre avait germé et je me suis dit au final à quoi me servir ce master si au final je monte ma boîte? Est-ce que je vais perdre encore 1 an et demi à finir mes 3 semestres restants ou alors je me lance tout de suite. Et le truc en fait c'est que j'avais lancé déjà mon site, c'était en février 2011, donc j'avais commencé à bosser dessus et le site était nettement plus passionnant que les cours. Donc au bout d'un moment il y a eu un choix à faire parce que je me suis dit soit je me concentre vraiment sur mon cursus et je le fais vraiment, soit je continue de bosser sur ce site pour le faire décoller et ça demande pas 1 heure par jour, donc il fallait vraiment faire un choix quoi. Donc j'ai fait le choix de continuer sur mon parcours entrepreneurial, d'abandonner les études et puis je me suis dit je vais me donner 1 an puis je vais voir ce que ça donne. Et puis là du coup ça fait combien de temps ? Ça va faire 7-8 ans. Donc je suis toujours là.
Et comment s'est passé le démarrage du coup de l'ancêtre de WP Marmite? Ah bah c'était pas facile, hein. J'ai fait un peu toutes les erreurs possibles et inimaginables. Après voilà, j'ai appris, comme le font beaucoup de personnes maintenant, hein, à monter le site. J'ai appris à bloguer, j'ai appris à faire un petit peu de technique aussi sur le site. J'ai appris le référencement, le marketing. Et donc voilà, ça s'est fait carrément sur le tas. Donc voilà, qu'est-ce que je peux te dire de plus? C'est vraiment venu petit à petit. Au final, au fur et à mesure qu'on fait des erreurs, on se rend compte, on corrige, et puis on change de cap pour trouver quelque chose qui fonctionne bien, quoi. D'accord. Et quand t'as quitté ton master, tu faisais quoi concrètement sur le site? Tu disais ça te prenait beaucoup de temps. Est-ce que tu faisais de la prestation ou est-ce que tu rédigeais des articles sur ton blog? Ouais, je rédigeais des articles et je faisais de la prestation après en création de site et aussi en traduction de thèmes WordPress, parce que les thèmes à l'époque, enfin il y en a même encore beaucoup aujourd'hui, ils étaient en anglais, donc après il y a des petites manipulations à faire pour traduire ça. Donc je faisais ça en complément, ça permettait de financer tout simplement le développement du site. Puis voilà quoi, c'est comme ça que ça a commencé. D'accord. Et après le démarrage, comment s'est passé les années qui suivent? Et bien après, avec tout le travail que j'ai mis là-dedans, le référencement a commencé à se développer. Donc j'ai réussi à me positionner sur un certain nombre de requêtes et pour avoir de plus en plus de trafic. Et donc justement voilà, ça a permis de pouvoir vraiment faire décoller le site, qu'il soit de plus en plus connu et surtout qu'il aide les gens qui le lisaient à obtenir ce qu'ils voulaient. Et en l'occurrence là, c'était trouver un bon thème WordPress, trouver le thème WordPress pour leur projet, parce que à l'époque le site ne se concentrait que sur la rédaction de sélection de thèmes WordPress. Donc c'était des sélections thématiques, des thèmes WordPress pour photographe, pour blog, pour business, pour tout ce qu'on veut. C'est vrai qu'à l'époque je trouvais que c'était assez compliqué de trouver des thèmes WordPress, on va dire potables. C'était un grand bazar en ligne, il y en avait de tous les côtés. Et donc la raison d'être de ce blog, ce pourquoi je l'ai lancé, c'était de faire des sélections pour un petit peu dégrossir le travail, ce qu'on appelle de la curation en fait. D'accord. À ce moment-là, est-ce qu'il te rapportait un peu d'argent? Alors oui, déjà avec les petites prestations que je faisais de traduction et de mise en place de sites, et aussi avec tout ce qui est affiliation sur les thèmes premium. D'accord, donc en fait, tu as un lien qui dirige vers un thème que tu présentes sur ton site, et puis si les gens achètent ce thème-là, tu reçois une petite commission, quoi. Exactement, ouais. Et j'ai cru comprendre que ça a commencé à bien marcher, et puis à un certain moment, tu as eu une mise à jour Google qui t'a fait beaucoup de mal. Ouais, c'est ça a fait très très mal parce que le site était parvenu jusqu'à 3000 visiteurs par jour, donc c'est plutôt bien. Mais voilà, il y a Google Panda qui est arrivé, et puis il y a d'autres petites erreurs que j'avais faites à côté, et qui ont fait que le trafic a chuté du jour au lendemain, et donc je me suis juste retrouvé avec les visites des sites référents et des accès directs, donc les gens qui tapent directement l'adresse dans leur navigateur, et donc ça représentait 300 personnes par jour. Donc voilà, je suis passé de 3000 à 300 je crois que c'était en mai ou juin 2014. Je crois que c'était au mois de mai. Mais voilà, ça a fait tout drôle. Et, ça fait mal au portefeuille aussi, je suppose. Ouais, ça fait mal au portefeuille et puis aussi à la motivation, parce que quand on a investi, alors ouais, 2014, ça faisait 3 ans. 3 ans de son temps, tous les jours, corps et âme, à produire du contenu pour aider les gens, et puis voilà. Et boum, tout ça tombe, tout ça tombe en poussière. Ouais, j'avais les boules, mais j'étais à 2 doigts d'abandonner, mais je me suis dit allez, vas-y, faut que tu te refasses, faut que tu y arrives. Voilà, c'est que t'as mal fait les choses. Donc comprends comment fonctionne vraiment le référencement, arrête de faire n'importe quoi, et vas-y, c'est reparti, et on va voir ce que ça donne. D'accord. Et donc après ça, t'as pu repartir en revoyant un peu la structure de ton site web et puis de ton contenu. Est-ce que t'allais partager? Tu faisais plus des thèmes, je suppose, après? C'est ça, ouais. La ligne éditoriale a évolué. Donc, je présentais plus seulement des thèmes, mais je me suis intéressé à faire des tutoriels sur des plugins, des tutoriels sur le fonctionnement de WordPress. Je me suis vraiment élargi à tout l'écosystème WordPress pour parler de pas mal de choses, aussi des comptes rendus d'événements que je faisais, pour un petit peu, partager un petit peu ce qui s'était passé aux personnes qui n'avaient pas forcément pu s'y rendre, des événements WordPress du coup. Et donc voilà, ça s'est élargi, quoi, ouais. D'accord. Et est-ce que tu commençais à faire une newsletter dès le début ou est-ce que c'était quelque chose qui arrivait beaucoup plus tard? Je l'ai pas fait dès le début. J'ai dû le faire peut-être 6 mois ou 1 an après, quoi. J'ai vite compris que c'était très important, mais je crois pas que je l'avais fait depuis le début. Donc ça, 6 mois après cette mise à jour Google, c'est ça? Non, 6 mois après le lancement, donc ça devait être en 2011 encore. Hein. Ça, c'est vraiment quand même relativement au début quand on regarde l'intégralité du parcours. Mais ouais, je l'ai pas fait tout de suite. Mais en tout cas, ouais, c'est très important de faire ça. D'accord. Donc ça, c'était une étape importante.
importante, quoi. Et suite à cette mise à jour et ce changement de ligne éditoriale, comment tes revenus ont évolué là-dessus? C'est-à-dire, est-ce que tu continues à faire que de l'affiliation ou est-ce que tu t'es mis à faire autre chose? Eh ben ouais, là je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse gaffe à ne pas dépendre que de l'affiliation parce que c'est super dangereux. Quand on base un business sur par exemple des commissions qui peuvent varier ou déjà ça peut varier du fait par exemple du référencement parce qu'on dépend de Google, mais ça peut aussi dépendre des business auxquels on est affilié. Si du jour au lendemain ils ferment leur programme d'affiliation, on se retrouve un petit peu le bec dans le sable, quoi. Donc faut vraiment faire super gaffe. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai vraiment compris la leçon et je me suis dit ok, il faut que tu crées tes propres produits. Et c'est de là qu'est venu le premier produit de la marmite qui s'appelle Relooker son thème, qui est un e-book pour apprendre les bases du code, pour personnaliser son thème WordPress. D'accord. Et ça a marché dès le début, rapidement? Ouais, alors c'était vraiment sympa cette aventure-là parce que j'ai consulté en fait les gens de ma newsletter, j'aurais posé des questions, comment je peux vous aider, où est-ce que vous avez des difficultés avec votre site, etc. Et c'est vrai que le sujet de la personnalisation revenait assez souvent. Et donc je leur ai dit ok, voilà, moi voilà ce que je compte faire. Je compte faire un e-book qui va contenir X, Y, Z. Est-ce que vous me suivez? Oui, non. Et si c'est oui, eh bien je vous propose de le prendre en prévente. Et puis voilà, vous aurez accès à tout. Il y aura l'e-book, il y aura des vidéos complémentaires et voilà, vous pourrez avoir accès à tout ça à tarif préférentiel. Puis voilà, en même temps vous allez pouvoir voir mon avancement parce que je vais mettre tout ce que je vais écrire, je vais le mettre sur une plateforme participative où c'est que vous pourrez me faire des retours et tout ça. Et donc voilà, j'ai eu vraiment beaucoup de retours sur ce bouquin-là et il y a 130 personnes qui m'ont fait confiance quand j'ai proposé ça à ma newsletter. Et voilà, j'étais vraiment super content, je me suis dit c'est fou, les gens ils me font confiance, le projet est à peine lancé, il y a juste le plan quoi qui est établi. Et du coup, ils m'ont suivi et après j'avais plus qu'à délivrer pour pouvoir honorer ma promesse quoi. D'accord. Et c'était 130 personnes sur une newsletter de combien? À l'époque, je saurais pas te dire à l'époque combien il y avait de personnes, mais peut-être 1000, 5000 ou 10 000 plus? Non, il y avait, à mon avis, ça devait être entre peut-être 2 et 5 000. Mais je te dis ça, vraiment, j'ai pas les chiffres sous les yeux. D'accord. Et donc, t'as décidé de faire une prévente pour être sûr que cet e-book-là va servir aux gens, quoi. Ouais, c'est ça, parce que il y a beaucoup de gens qui font des projets et ils lancent, et puis dès qu'ils lancent, on entend les criquets, il y a rien qui se passe, et puis ils ont perdu 6 mois de leur vie. Ça, c'était vraiment un truc que j'avais vu dans plein de projets et j'avais vraiment envie de capitaliser sur l'expérience des autres pour pas me faire avoir, quoi. Excellent. Il y a 170 personnes qui t'ont fait confiance. 130, ouais. Excellent. Et du coup, ils avaient un prix préférentiel, quoi. Ouais, ça devait être 79, je crois, un truc comme ça. D'accord. Et donc, voilà, c'était plutôt cool et voilà, quoi. Ça a lancé le projet d'e-book. Et tu disais que tu rédigeais sur une plateforme collaborative, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est quoi comme plateforme? Alors, ça s'appelait Penflip. Je sais même plus si c'est encore en ligne, ce truc, mais c'est pas mal. Est-ce que c'est quelque chose que tu continues à faire pour tes nouvelles formations? Non, parce que en fait là je fais plus d'e-book maintenant, mais je viens de regarder là, le site n'a pas changé depuis 2014. Je crois que le mec l'a laissé plus ou moins à l'abandon. Mais bon, c'était pas le truc le plus ergonomique du monde, mais bon, ça a fait le boulot, quoi. Mais du coup, pour te répondre ouais sur ta question, maintenant je fais plus d'écriture collaborative, mais j'essaye de faire une plus grande recherche client. Tout ce qui est vraiment recherche. Maintenant, ce qu'on fait quand on crée des formations sur la marmite, c'est que on passe des appels téléphoniques avec les gens pour bien comprendre leurs problématiques et bien noter tout ce qui pose problème et bien comprendre tout ce qu'il va falloir décoincer un petit peu pour que la formation soit la meilleure possible. Donc il y a quand même aussi tout un processus qui est derrière, qui est maintenant là présent pour répondre au mieux aux attentes des gens, quoi. D'accord, donc tu fais plus de pré-vente, mais quand même tu consultes tes futurs clients ou tes prospects. C'est ça, ouais. Pour designer ton produit. Mais après, rien ne m'empêcherait de faire d'autres préventes pour d'autres produits. Enfin, même là, je suis en train de le faire en ce moment même pour une autre formation. Après, ça dépend comment on le sent. Est-ce que des fois on se lance tout de suite et parce qu'on est sûr vraiment de la demande. Mais c'est vrai que d'envoyer un petit mail pour dire voilà, on est en train de créer ça. Est-ce que ça vous intéresse? Et puis voilà, faire une offre avant-première. Et ça permet vraiment aussi de vérifier que tout ce qu'on a fait, ça répond bien voilà à une attente, quoi. Enfin, tout ce qu'on prépare répond bien à une attente réelle, quoi. Parce que des fois, voilà, t'as dû déjà l'entendre ou le faire, quand on parle d'un projet à des gens, ils nous disent ouais, c'est très bien, vas-y, continue. Et puis au final, ils achètent pas, quoi. Il y a personne qui est pas idée.
voilà, ils sont pas dans la cible ou mais ils te font un peu ouais, vas-y bonhomme, c'est super, mais voilà. Donc voilà, le seul test vraiment pour savoir si un projet va fonctionner, c'est d'arriver à faire des préventes et à ce que les gens achètent vraiment le produit, enfin ou le produit en avant-première. À ce moment-là, on est certain de son coup. D'accord. Et après ce premier e-book, t'as continué dans cette voie-là? Ouais, alors après du coup, j'ai mis pas mal de temps à rédiger cet e-book, ce qui fait 400 pages. Et alors ça, c'est une spécificité, hein. C'est une spécificité, excuse-moi, mais c'est une spécificité chez toi et sur WP Marmite. C'est des articles qui sont longs, mais c'est extraordinaire. C'est que tu apportes beaucoup de valeur, et je suppose dans tes formations certainement aussi. Tu apportes beaucoup de valeur aux gens qui te suivent. Et ça, je trouve ça exceptionnel. C'est rare, quoi. Bah ouais, alors après c'est un peu avec les influences que j'ai eues et puis le fait de se dire en fait, ok, je veux me positionner en termes de référencement sur un certain mot-clé. Je regarde ce que font tous les autres et puis bah le but c'est de faire le meilleur article par rapport à tous les autres, quoi. Donc ça sert à rien de perdre son temps à faire un article à mon sens qui est basique, on va dire, et qui va pas se positionner, et donc au final on aura perdu de temps parce qu'on aura écrit un truc pour que ça soit sur la page 2 ou 3 de Google. Donc autant tout donner et puis après voilà, on a fait le boulot et au final ça aide les gens, donc ça se positionne bien et puis c'est un cercle vertueux en fait. D'accord. Alors tu disais cet e-book il a été lent à rédiger, ensuite t'as enchaîné sur d'autres formations ou ça a mis beaucoup de temps pour en lancer d'autres? Ouais, après j'ai enchaîné sur une autre formation, donc l'e-book il est sorti si je me rappelle bien, ça doit être septembre 2015 et donc je crois que j'ai mis 6 mois à l'écrire parce que écrire un bouquin c'est super chiant quoi, c'est super dur. Je me rappelais, je me levais le matin très tôt, j'écrivais toute la matinée, l'après-midi j'étais rincé, donc après je gérais le site et je faisais autre chose, mais ça m'a pris beaucoup de temps. Donc la plupart de ton temps c'était pour écrire le e-book quoi. Ouais, à l'époque ouais, voilà. Donc j'essayais vraiment d'être focus là-dessus. Et comment tu t'organisais? Ah bah je me donnais pas trop le choix quoi, dès que je me levais, je faisais ma petite routine du matin et boum, j'allumais l'ordi, j'allais sur ma plateforme collaborative là, et puis j'écrivais jusqu'à 11h30 midi. Ah, c'est marrant, est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur ta routine du matin? Ouais, alors elle a changé un petit peu, mais ma routine actuelle c'est je me lève. Alors après j'ai pas vraiment d'heure là parce que je suis papa depuis peu, donc c'est pas tout le temps facile d'être on va dire tout le temps à l'heure à 6h30, tu vois il y a des impondérables, mais du coup ouais, grosso modo c'est je me lève, je bois un petit verre d'eau, je fais un petit peu de sport, un petit peu de méditation, après je vais bosser, après il y a ma femme et mon bébé qui se lèvent, je me lève, je déjeune avec eux, je quitte le travail, je vais déjeuner avec eux, on bricole 2-3 trucs dans la maison et après c'est reparti jusqu'à midi moins 20, après on mange et puis voilà, après il y a la routine du midi et puis la routine familiale du midi et puis après c'est reparti au travail vers 1h30, 2h, peut-être 2h30 et puis voilà, travail jusqu'à peut-être 17h30, 18h et puis après voilà, c'est le soir et après c'est terminé. Ouais, et après des fois il y a peut-être un petit peu de travail le soir, mais j'essaye plus quand même de lire le soir si possible. Et bon là ce que je te donne c'est ma routine idéale hein. C'est pas comme ça tous les jours, mais voilà quoi. Moi j'ai entendu beaucoup de gens qui travaillent sur le web qui disent je consacre au moins 1, 2, 3 heures par jour pour faire du créatif. Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour toi? Ouais, c'est ça, mais surtout que moi c'est de plus en plus j'essaye de me concentrer sur ça parce que maintenant j'ai la chance de pouvoir avoir une équipe, donc je peux déléguer certaines tâches, donc moi comme ça je peux me concentrer sur la stratégie et aussi un petit peu il y a toujours du créatif quoi. D'accord. Tu commençais à parler de l'équipe, c'est important une équipe pouvoir déléguer. Est-ce que tu as délégué dès le départ ou est-ce que ça t'a mis beaucoup de temps pour intégrer des gens pour t'aider? Ah, j'ai mis du temps. Après ça m'empêchait pas d'échanger avec plusieurs personnes, mais c'est vrai que j'ai mis du temps parce que quand on fait des choses, on veut que ça soit fait à notre sauce et puis c'est pas toujours facile de donner de donner les rênes d'un certain aspect de son projet à quelqu'un qu'on connaît pas forcément. Alors il y a eu beaucoup de tâtonnements, il y a eu des gens pour faire du montage vidéo, pour écrire des articles, mais voilà, au tout début c'était vraiment pas facile et après je me suis vraiment rendu compte qu'il fallait mettre en place des process, qu'il y ait des trucs vraiment qui soient super carrés et après il faut aussi accepter le fait que les gens ne font pas exactement ce qu'on aurait fait. Il faut quand même se dire ok ça fait le boulot et il faut pas non plus chercher à micromanager pour avoir le truc parfait tout de suite, mais c'est un apprentissage en fait, c'est de travailler avec quelqu'un pour de la sous-traitance, on améliore au fur et à mesure quoi. Faut pas attendre de la personne qu'elle fasse le truc parfait tout de suite.
D'accord. Mais c'est ça, c'est normal, c'est dans tous les business. Et du coup, t'as combien de personnes qui t'aident sur WP Marmite? Alors là, sur la marmite, on est 6. Alors que je dise pas de bêtises, 6 plus moi. J'ai quand même regardé que je fasse d'affront à personne. Mais ouais, voilà, il y a 2 rédacteurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, 7. Alors après, pour te faire un petit tour vite fait, il y a... Plutôt des rédacteurs? Non, pas que de rédacteurs. Il y a 2 rédacteurs et aussi un des 2 rédacteurs qui se charge aussi de faire un petit peu de gestion de projet. J'ai quelqu'un qui s'occupe du montage des vidéos, j'ai quelqu'un qui s'occupe du support et de m'aider aussi pour faire des recherches. J'ai quelqu'un qui m'aide pour tout ce qui est un petit peu compta, paperasse, et j'ai aussi quelqu'un qui s'occupe des réseaux sociaux et tout ce qui est un petit peu design. Plus quelqu'un aussi qui se charge de faire les sous-titres des vidéos. Donc ouais, ça fait une belle petite équipe et je suis assez content d'avoir mis en place cette équipe là parce que sinon je serais sous l'eau quoi. Ça serait ingérable quoi. Le projet est devenu tellement gros, il y a tellement d'aspects à gérer que tout seul je serais vraiment sous l'eau, et d'autant que j'ai un autre business aussi à côté, donc ça n'a pas été facile de faire ça tout seul. Alors il y a un autre business, ouais, effectivement, c'est bien que t'en parles, c'est plus de la formation, c'est WP Chef, c'est ça? Ouais, c'est ça, wpchef.fr, et donc là le but c'est pour l'instant on propose une seule formation, mais il y en a d'autres qui vont venir, mais là c'est une formation à WordPress, donc une formation généraliste, et ça pour revenir à relooker son thème, j'en parlais tout à l'heure, c'est le projet qui a été lancé après relooker son thème en fait. Donc ça a commencé en 2016, on a lancé la première formation en 2016, et donc ouais, l'idée c'est alors là je suis associé avec 2 autres personnes, Nicolas Richer et Maxime Bernard-Jacquet, c'est des personnes de l'écosystème WordPress, et donc c'est vrai qu'on s'était rencontrés à des événements, puis on était tous d'accord sur le fait qu'il fallait proposer une formation WordPress en ligne. Donc on s'est dit autant qu'on le fasse ensemble que d'en faire une chacun de notre côté. Donc on a uni nos forces, et là on a vraiment créé une formation, je suis un petit peu biaisé mais assez costaud sur WordPress, et dont on est très fiers en tout cas. Et jusqu'à présent, là on est en décembre 2018, on a formé plus de 800 personnes depuis le lancement mi-2016. D'accord. Donc c'est plutôt cool, les retours sont très très bons, et donc voilà, nous on continue et on va créer d'autres formations à l'avenir. D'accord. Et la période s'y prête bien. Quels sont les objectifs justement sur l'année qui commence pour tes projets? Alors bon, j'ai pas fait le point, je me suis pas encore posé pour faire le bilan et le point pour l'année prochaine, mais bon, je peux quand même partager un petit peu de ce que j'ai prévu. Pour WP Chef, en tout cas, on prévoit une refonte de la formation WordPress, parce que depuis le lancement, voilà, il y a pas mal de choses qui ont évolué. Là, il y a WordPress 5 qui est sorti. Bon, on a sorti une petite mise à jour pour ça, mais on a prévu une grosse mise à jour où on va revoir le plan en profondeur pour encore faciliter la pédagogie, qu'il y ait quelque chose qui soit encore plus carré, et que voilà, nos stagiaires soient encore plus contents, voilà, qu'ils puissent encore plus pratiquer, mieux s'entraîner, etc. Donc ça c'est prévu pour 2019. Et du côté de la marmite, eh bien il y a aussi une refonte qui est en cours là. Là il va y avoir un nouveau design qui va sortir en 2019 avec une meilleure structure. Donc voilà, là si tu veux, depuis le lancement j'avais pas mal bricolé tout seul. Il y a eu du bricolage aussi avec d'autres personnes pour arriver à l'améliorer. Mais là voilà, on est arrivé à un point où, si tu veux, il fallait repartir sur de bonnes bases. Donc on est en train de retravailler tout ça. Donc une meilleure catégorisation des articles, etc. Donc normalement ça devrait sortir, je pense, pour le premier trimestre 2019. Et puis après, voilà, des nouvelles formations qui vont sortir sur la marmite. Et puis voilà quoi. D'accord. Alex, est-ce que tu en es aujourd'hui avec la marmite en termes de chiffres, si tu peux partager avec nous? Du coup, j'ai dépassé tu sais, avant la chute de trafic que j'ai eu, j'étais à 3000 visiteurs par jour. Alors j'ai redépassé ce stade-là. Là, on est plus à 3005 par jour. En moyenne. Donc voilà, c'est plutôt cool. Après, en termes de chiffres, qu'est-ce que tu voudrais d'autre? Des choses que tu aimerais bien partager avec nous, par exemple ton chiffre d'affaires, la répartition aussi ensuite entre formation, affiliation, etc. Après le chiffre d'affaires, je vais peut-être pas donner le vrai chiffre, mais on a dépassé 6 chiffres. Donc voilà, c'est plutôt cool aussi. D'accord, donc t'as dépassé les 100 000 euros, quoi. C'est ça, voilà. Donc ça me permet notamment de régler de financer toute mon équipe. Donc ça c'est aussi bien, c'est quand même pas mal. Et puis aussi d'investir pour faire des nouvelles choses, quoi. Donc voilà, répartition, affiliation, formation. Faudrait que je regarde à nouveau, mais ça doit être quelque chose comme du 70-30, quoi. 70% formation, 30% affiliation. Peut-être 60-40, mais quelque chose comme ça. Et puis voilà, je pense que c'est bon au niveau des chiffres. En gros, la formation est l'axe à développer, quoi. Pour monétiser un service sur le web, la partie importante est la formation, quoi.
Pas forcément, mais pour un blog, en tout cas, je trouve que c'est ce qui est le plus intéressant. Après, on peut toujours lancer des outils, un service SaaS. Alors après, c'est pas du tout au programme, mais par exemple, dans l'écosystème WordPress, on pourrait réfléchir à lancer un plugin. J'ai une idée comme ça, mais j'ai commencé à la lancer, mais j'ai pas encore eu le temps de vraiment me pencher là-dessus à 100%. Et donc, je préfère vraiment me mettre focus sur les formations pour l'instant, sur WP Chef notamment. C'est le plus important. Alors, je l'ai vu, ton idée, je l'ai vu, tu l'as lancé à un petit moment, et puis elle est restée, je crois, hein, t'as pas avancé, hein. Donc c'est vrai que je m'étais un peu chauffé. Bah tu sais, les entrepreneurs c'est un peu ça quoi. Ils ont des idées, ils sont allez c'est parti, je vais faire ça. T'as une vision, tu vois le truc, c'est génial. Et puis au final après tu te dis bon j'étais peut-être un peu trop enthousiaste là-dessus. Et bon je vais mettre ça en pause. On verra ça plus tard. Donc ouais. Pourquoi? Pour une complexité technique qui est plus importante que prévu ou? Non, c'est plus pour vraiment prendre du temps pour promouvoir le produit. Et puis après, il y a tout ce qui est support une fois qu'il est vraiment lancé. Donc je me suis dit si je le lance et que j'assure pas au niveau du support et tout et que j'arrive pas à le promouvoir comme il faut, ça va pas être bien, ça va pas être terrible. Donc je prends mon temps. En plus là, il y a la version 5 de WordPress qui est sortie, donc le truc n'est plus forcément à jour. Donc je pense que je vais revoir ma copie, mais je sais même pas si je vais le faire en 2019 quoi. Mais on verra en fonction du temps que j'aurai. Et puis comme je t'ai dit, maintenant je suis papa, donc j'ai pas non plus de temps illimité de travail. Donc voilà. Puis après voilà, il y a l'équipe, peut-être qu'elle va s'agrandir, je sais pas pour l'instant, mais donc bon, on sait pas. Alex, quel est le meilleur canal marketing que tu utilises pour faire croître la marmite? Pour l'instant, le meilleur, je dirais que c'est le référencement, donc Google. Après, c'est vrai qu'il y a YouTube qui, je pense que ça commence, c'est pas équivalent en termes de trafic, hein, on est d'accord, c'est pas le même type de contenu, mais là, la chaîne YouTube quand même vient d'arriver à 20 000 abonnés, on a plus d'1 million de vues sur toutes les vidéos, donc c'est plutôt cool aussi. Donc je pense que voilà, vraiment le meilleur, c'est le référencement avec Google, mais YouTube commence pas mal à s'imposer aussi. Selon toi, qu'est-ce qui est le plus qualitatif? Est-ce que c'est le trafic qui vient de YouTube ou Google? Après, il y a plus de volume sur Google, sur Google. Donc après, en plus qualitatif, ouais, je pense que c'est quand même Google, ouais. Et t'arrives quand même à avoir des inscrits sur ta newsletter à partir de YouTube? Ouais, parce que en fait, si tu veux, à chaque fois qu'il y a un canal d'acquisition, j'essaie vraiment de les renvoyer sur tous mes autres canaux, quoi. Comme ça permet de créer un maximum de relations avec les gens. Donc les gens qui arrivent sur le site à partir de Google, je leur dis inscrivez-vous à la newsletter. Puis une fois qu'ils sont inscrits à la newsletter, je leur dis je suis aussi sur YouTube, je suis aussi sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, etc. Donc j'essaie vraiment de faire passer les gens d'un canal à l'autre pour que ça puisse créer une relation entre avec la marmite, quoi. Qu'ils puissent se dire voilà, je vais voir ça. Il y a pas les mêmes types de contenus sur tel canal, donc ça permet un petit peu de diversifier et de créer une relation différente en fonction des plateformes. D'accord. Et j'ai compris à un certain moment que tu voulais faire grossir la marmite à un niveau important, à un niveau conséquent. Est-ce que tu as toujours cette vision-là, ou est-ce que l'arrivée d'un bébé change totalement la vision qu'on a de l'entrepreneuriat et on est plus terre à terre? Non, j'ai toujours les crocs. C'est vrai que j'ai eu une petite période où c'est que j'ai eu un petit coup de mou, mais ça arrive pour tous les entrepreneurs, ça en fonction de ce qui se passe. Par exemple, quand mon bébé il est né, j'ai perdu toutes mes routines, quoi. C'était tous ces trucs, tu te lèves à 5 heures du matin, tu te lèves plus à 5 heures du matin parce que t'as dormi que 2 heures. Donc ça a tout fait sauter. J'étais assez dégoûté, mais pour les routines, pas le bébé, mais tu vois, j'avais une application que je suivais mes méditations. Ça faisait 400 jours que je méditais à la suite, peut-être 800 jours que je faisais mon sport tous les matins, vraiment chaque matin, et ça a sauté, quoi. J'étais dégoûté, mais bon, c'est pas grave. C'est le bébé, c'est plus important. Mais après, voilà, c'est vrai qu'au niveau du projet, non, j'ai toujours de grandes ambitions pour la marmite. Il y a encore plein de choses à faire. Donc là, pour la refonte, on prévoit une nouvelle section qui va arriver. Bon, je vais pas en dire plus là, mais voilà, on prévoit plein de choses. C'est vrai qu'avec l'équipe, en plus, ça permet de réfléchir à plusieurs. Donc tout le monde apporte ses idées. Ok, on pourrait faire ça. Et donc non, j'ai vraiment envie de créer quelque chose qui soit super costaud et qui puisse aider le maximum de monde possible, quoi, parce qu'au final, c'est ça le but. Excellent. Alex, c'est le moment des temps forts. Quel a été le pire moment de ton parcours d'entrepreneur et comment tu as fait pour rebondir? Le pire moment, c'est quand j'ai perdu tout le trafic, là, quand je suis passé de 3000 à 300. C'était, je sais pas si tu vois le smiley qui hurle, tu sais que c'était ça ma tête, quoi. C'était pas le smiley qui rigolait en pleurant, qui pleurait en rigolant, mais c'est vraiment le truc, genre, non, qu'est-ce que je vais faire maintenant, quoi. J'étais au fond du trou, quoi. Mais comment j'ai fait pour m'en sortir? Je me suis accroché et puis je me suis renseigné sur
sur le référencement, j'ai vu que apparemment si je désindexais certaines pages, ça pourrait faire en sorte que Google comprenne mieux ce dont le site parlait, etc. Et puis il y a eu des nouveaux contenus de publiés. Puis voilà, je me suis accroché, mais c'était dur. D'accord. À contrario, quel a été ton plus beau moment? Mon plus bon moment. J'aurais pas donné un plus bon moment, mais mes meilleurs moments, c'est quand je reçois c'est un peu cliché ce que je vais dire, mais quand je vois des témoignages en fait des gens. Parce que des fois, dans mes newsletters, je demande voilà comment j'ai pu vous aider, expliquez-moi, ou même par rapport aux formations, comment elles vous ont aidé et tout. Et des fois, en fait, je vois que concrètement, ça aide des gens à avancer sur leur projet, et ça c'est vraiment c'est quand même du fuel, tu vois, pour t'aider à te dire ok voilà tout ce que je fais tous les jours, même quand je suis en galère en train de rédiger un truc que je me dis mais au final pourquoi je fais ça et voilà on voit vraiment le résultat que ça peut permettre à des gens d'évoluer sur leur projet, et ça c'est génial. Alex, c'est le moment de l'interview top 5. Le livre que tu recommandes. Alors, le livre que je recommande. En plus, on en a parlé avant l'interview, là, mais j'ai même pas encore réfléchi au bouquin, mais le livre que je recommande. Si t'en as plusieurs, on est preneur. Ouais, j'en ai plusieurs. Il y a un bouquin qui m'a pas mal marqué. Alors, c'est plus du dev perso, c'est pas vraiment du code ou quoi que ce soit, mais le bouquin de Tony Robbins, La pouvoir illimité, c'était vraiment pas mal. C'est un des premiers bouquins que j'ai lu en développement personnel. Ça m'a pas mal impacté. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre comme bouquin? Alors, attends, je suis un mec assez visuel. Je vais regarder vite fait la bibliothèque, bouge pas. Vas-y. Allez, je vais t'en donner un autre. Influence et manipulation, qui m'a bien plu de Cialdini. Il doit assez souvent ressortir celui-là au niveau des entrepreneurs. Tout à fait. Mais ouais, je m'intéresse beaucoup aussi à la psychologie, tu vois. Moi, j'aime bien comprendre comment le cerveau fonctionne. Et du coup, ce bouquin-là, ça m'a aussi pas mal aidé. D'ailleurs, faudrait que je le relise. Ça pourrait être pas mal parce que ça fait un bout de temps que je l'ai lu. Mais ouais, voilà, des bouquins dev perso, psychologie, pas mal de choses, quoi. Des biographies aussi. Le bouquin de Schwarzenegger aussi m'a pas mal inspiré. Ah, intéressant. Ouais. Il parle de quoi? Il raconte sa vie en fait. C'est le sous-titre du bouquin. Je crois que c'est l'incroyable et véridique ou véritable histoire de ma vie. Et il raconte vraiment toute sa vie depuis qu'il était en Autriche jusqu'à gouverneur de Californie, quoi. Donc c'est une aventure assez extraordinaire. Ok, excellent. Le ou les entrepreneurs que tu suis et dont t'es fan? Je crois que le premier c'est Gary Vaynerchuk. Je pense que je vais enfoncer une porte ouverte en disant ça. Mais ouais, il m'inspire beaucoup de voir l'énergie, de voir vraiment les conseils qui peuvent être vraiment super pertinents. Voilà, vraiment de l'énergie de la part de Gary Vaynerchuk. Un autre entrepreneur, il y a Ramit Sethi. Alors je sais pas si tu connais. Oui. C'est un entrepreneur américain qui a un blog qui s'appelle I Will Teach You to Be Rich. Donc là, là-bas, c'était plus sur les finances personnelles. Mais moi, je l'ai plus découvert sur un peu plus tard par rapport à tout ce qui est business en ligne aussi. Il a un autre blog qui s'appelle Gross Lab qui parle de tout ça. Et c'est toujours super pertinent, super intéressant. Et puis, il propose de très bonnes formations. D'accord. Ton outil en ligne préféré? Moi, je pense que je pourrais te donner ActiveCampaign, ce qui me sert à gérer tout mon emailing, newsletter. Ça, c'est vraiment l'outil indispensable préféré. Après, je sais pas, je suis pas vraiment fan d'un outil, mais on va dire que c'est mon outil que j'utilise le plus souvent, quoi. D'accord. C'est pour contacter, pour envoyer ta newsletter et contacter tes inscrits. Ouais, c'est ça. Et puis après, gérer tout ce qui est relation client. Donc, dès que les gens s'inscrivent à une formation, il y a une séquence qui démarre pour les guider, pour tout ça. Donc, ça fait pas mal de choses, ouais. Ton premier conseil pour quelqu'un qui aimerait se lancer aujourd'hui? Alors, se lancer globalement dans l'entrepreneuriat, c'est ça? Oui. C'est de s'accrocher et aussi de croire aussi en ce qu'on fait, parce que c'est vrai qu'il y a des fois il y a beaucoup de gens qui se lancent pour gagner de l'argent entre guillemets, mais vraiment le premier ce qu'il faut bien comprendre dans l'entrepreneuriat, c'est que en fait on est là pour régler des problèmes, quoi. On n'est pas là et après l'argent ça découle de ça, mais voilà, on est là en tant qu'entrepreneur pour régler les problèmes des gens, apporter des meilleures solutions par rapport à ce qui existe déjà, et voilà, donc trouver vraiment un vrai problème et pas créer j'ai vu une vidéo aussi il y a pas longtemps qui parlait de gens qui s'amusent à créer des réseaux sociaux pour chiens, mais voilà, ça sert à rien. Et donc voilà, pas créer des choses qui servent à rien, mais vraiment des choses qui résolvent des problèmes concrets. Et puis après, tenir le coup, parce que quand on lance un projet, on est tout excité au début, mais après on passe par une phase de, comment dire, un peu de traversée du désert où on fait beaucoup de choses, mais on voit pas forcément les résultats. Et donc faut tenir jusqu'à temps que ça puisse vraiment décoller et puis fonctionner, quoi. D'accord. Le meilleur investissement que tu as réalisé pour faire croître ton entreprise, ça pourrait être un investissement en termes de temps, de moyens humains, de moyens financiers, un produit ou un service.
Je pense que c'est en termes dans mon équipe en fait. Je pense au début, tu m'aurais demandé ça avant que j'ai mon équipe, je t'aurais dit dans une formation qui m'a appris X ou Y. Mais là, c'est vraiment dans mon équipe, le fait de pouvoir avoir les moyens de payer une équipe pour accomplir beaucoup plus que je ne pourrais faire tout seul, quoi. Donc ça, c'est vraiment le meilleur investissement. Tous les mois, voilà, c'est vrai que voilà, ça coûte de l'argent, mais c'est de l'argent que je suis content de dépenser pour pouvoir créer quelque chose de plus grand et de plus intéressant aussi. Alex, merci de nous avoir accordé cette interview. Est-ce que tu pourrais dire à nos auditeurs où est-ce qu'ils peuvent te suivre ? C'est déjà fini, c'est passé vite. T'as quelque chose à nous dire d'autre? Non, pas spécialement, mais du coup, voilà, c'était sympa. Mais du coup, ouais, où est-ce qu'ils peuvent me suivre? Du coup, sur WP Marmite, donc wpmarmite.com. Après, sur tous les réseaux sociaux, on me trouve assez facilement. wpchef.fr aussi, si vous êtes intéressé par une formation WordPress. Et puis après, moi, j'ai mon blog perso, alexborto.com, sur lequel j'essaye de partager un petit peu ce qui se passe dans ma vie d'entrepreneur tous les mois. Je rédige un article et puis j'essaye de faire le point un petit peu ou de donner une leçon ou partager une réflexion que j'ai eue au cours du mois écoulé. Et donc voilà, je pense que j'ai fait le tour, j'ai rien oublié. Merci Alex, à bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Merci encore Alexandre pour nous avoir révélé l'entrepreneur qui est en lui. Je vous rappelle que vous pouvez accéder à la checklist PDF avec les étapes indispensables pour réussir à créer un e-book ou une formation en ligne, ou plus généralement un produit numérique qui cartonne, en vous rendant sur l'URL suivante, envou.co/formation. Vous pouvez aussi écouter tous les épisodes et vous abonner sur votre application de podcast préférée. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de l'Entrepreneur en vous. Mania de la presse mondiale. Elle est plus cette blague.